Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoires du XXe siècle. Dernière parution. Gaston Rabault, volontaire calédonien du bataillon du Pacifique. Journal de guerre, mai 1941 au janvier 1944, 2019. Robert Dael, au Stalag Xa. Texte et correspondance du représentant des Français prisonniers, protecteur et ami d'Althusser, 1939 à 1945, présenté et annoté par Serge Dael, 2019. Maria Parizeau, Vivre à Saint-Mihiel pendant la Grande Guerre 1914 à 1918, 2019. Philippe Klein, Le Collège Notre-Dame des Glaciers du Père Vigoureux de Kermorvan. 1941 à 1944, 2019. Frank Testard, L'engagement militaire de Jean Appleton. Des Dardanelles au Bureau spécial franco-américain, 1915 à 1918, 2019. Jacques Coudray, Journal du temps de guerre de François-Xavier Laubry, lazariste. Serviteur de l'Église et de la patrie sur le front d'Orient, 1914 à 1919. Analyse et commentaires, 2018. Didier Michon, du Barcarès aux Ardennes, correspondance entre un engagé volontaire et sa fiancée durant la drôle de guerre, juillet 1939 au décembre 1940, 2018. Yves-Michel Langlois, Les Langlois. Une famille au service de la France du Second Empire à la Ve République, 2018. Michel Maldonado, Moi Henri Bourguignon, soldat ordinaire de 14 à 18, 2018. Georgi Swintounouff, pilote de combat au service de la France, Mémoire et souvenirs de Gérard Germain, 2018. Fan NH à accent circonflexe Ténam, Un été embrasé, Mémoire de guerre d'un officier de l'armée de la République du Vietnam, 2018. Bruno Algan, Le bataillon d'Hawaï, des combattants du Pacifique aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, 2018. Lydie Delanoux, La Grande Guerre du lieutenant Ballet selon sa correspondance, 2018. Maurice Lustyk, 13 ans à Paris en 1942-2018. Dédicace. Avec mon épouse, et entouré de mes petits-enfants. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par sens du devoir. Je dédie ce modeste ouvrage à mes parents auxquels, après Dieu, je dois ce que je suis. Ma famille, mon épouse Ouria, mes enfants Zara, Laila et Jalal Lakiri, Abdelhafid, Amina et Mustapha Melouk, qui m'ont incité, soutenu et aidé pendant l'écriture de ce livre, et surtout mes petits-enfants Rita, Meriem, Camille, Si Mohamed et Leila. Flambeau illuminant la fin d'un parcours que j'ai voulu digne. À toutes et à tous, je dis merci. Que Dieu vous récompense pour tout le bien dont je vous suis redevable. Avant-propos, pourquoi ce titre ? Car dans ce monde où l'on ne sait pas où on va, il est important de savoir d'où l'on vient. Je suis né en 1925. Ma famille, celle des El Fassi, assumait encore avec d'autres le leadership culturel et intellectuel à Fès, donc au Maroc, comme elle l'a toujours fait depuis son installation au Maroc en 1475 venant d'Andalousie. Mon père, comme ses parents directs, les Al Fassi et les Kétani, pouvait légitimement revendiquer sa contribution à ce rôle. Une fois installé à Rabat et ayant épousé ma mère, sa deuxième femme, les prénoms qu'il choisit pour mes trois frères et moi trahissent sa secrète et inavouée ambition nous concernant. Mon regretté frère aîné porte le prénom d'Al-Mamoun, fils du calife abbasside, le fameux Haroun ar-Rachid. C'est lui qui réunit les savants musulmans, perses pour la plupart, et les subventionna pour s'attaquer à l'héritage culturel grec et le traduire en arabe, à la disposition de tout le monde. Ce qui contribua à l'apogée de la civilisation arabe, qui contribua à son tour à la libération de l'Europe de l'ignorance du Moyen-Âge. Moi, je porte le nom du grand leader de la réforme intellectuelle, culturelle et religieuse arabe du XIXe siècle, la renaissance de la salafia, le cheikh Mohamed Abdou. Mon regretté frère Reda, portait lui, le nom de l'élève, disciple et héritier spirituel de ce dernier, le cheikh Rachid Reda. Mon plus jeune frère, le regretté Anas porte quant à lui, le nom d'Anas, le père de l'imam Malik, dont l'école, le malékisme, est la doctrine officielle en Afrique du Nord. Après avoir appris par cœur le Saint-Coran à l'âge de 9 ans comme mes autres frères, je suis entré au collège Moulay Youssef de Rabat où je fus, selon mes professeurs, un très bon élève. En 1943,
À la fin de la classe de seconde, titulaire du certificat d'études secondaires, brevet et du brevet d'arabe classique de l'Institut des hautes études marocaines, et inspiré par les prestigieux orientalistes de l'époque, Louis Massignon, Lévi Provençal, Godefroy de Montbine, j'ai décidé d'approfondir ma formation biculturelle, arabo-française, et j'ai alors demandé à mon oncle, Si Mohamed El Fassi, recteur de la Karaouïne, de M', accepté dans son université, en section Histoire-littérature et langue arabe. Sans réponse de sa part et découragé, j'ai cédé aux sollicitations de mon professeur de français, mon ami M. Ozot, qui réussit à me faire admettre à l'école militaire de Meknès et à me faire signer un contrat de 4 ans. Monsieur El Fassi est venu alors à Rabat, et m'a dit qu'il avait préféré me répondre directement et en présence de mon père, mais qu'il avait été empêché de venir plus tôt. Ce fut le premier envers qui décida de mon avenir. Le deuxième envers fut la tentative de coup d'État de Skirat qui m'obligea à quitter l'armée marocaine, les phares, devenue ma seconde nature, et me lança la veille de mon entrée dans la cinquantaine, désarmé, dans le civil, où les règles n'étaient pas les mêmes que celles avec lesquelles j'avais l'habitude de vivre jusqu'alors. Mais après quelques efforts, je crus que j'avais réussi à m'intégrer dans ce milieu. J'achetai une petite société de carrosserie, la SICAR, Société industrielle de carrosserie, que j'installai sur un terrain à Ain Sebaa. Mais hélas, ce terrain attira la convoitise d'un industriel qui me proposa de s'associer avec moi. Il est vrai qu'il allait également devenir mon client, et me garantirait auprès des banques. J'acceptai naïvement, en lui accordant la majorité des actions. La première crise du pétrole de 1973 nous créa des difficultés de trésorerie. Il en profita pour me poser un ultimatum: acheter ses actions ou lui céder les miennes à ses conditions. Je dus m'exécuter hélas et lui vendre mes actions. Mais il ne l'emportera pas au paradis. Alors que j'avais toujours vécu en bons termes avec les ouvriers, des grèves fréquentes l'obligèrent à cesser l'activité. Et ce fut alors mon troisième et dernier envers. Depuis, je suis à la retraite définitive. Le jour de notre naissance, notre avenir est tracé définitivement par Dieu, Allah, le Maître suprême de notre destinée. Quand on fait un vœu, il faut toujours l'accompagner de la formule « s'il plaît à Dieu », tout en faisant des efforts pour que cela se réalise. L'homme propose et Dieu dispose. Origine de ma famille. Des hommes qui ont tenu loyalement leurs engagements vis-à-vis de Dieu, coalisés 23. Les Al-Firi Banu Al-Jad, puis Al-Fassi, sont les descendants de Okba ben Nafi Al-Firi, né à Médine en 631, un an avant la mort du prophète Sidna Mohamed, donc compagnon de celui-ci. Lui-même est un descendant de Fir ibn Malik, surnommé Koraïch, l'ancêtre de la tribu du même nom. Il servit d'abord sous les ordres de son oncle Amr ibn al-Hajj, gouverneur omeyyade de l'Égypte, qui le chargea de plusieurs reconnaissances en Libye. Après quoi, il prit le commandement de l'armée arabe en Afrique, entreprit la conquête de l'Ifriqiya, Tunisie, où il fonda la ville d'Al-Kéraouën. Il effectua un raid qui le mena jusqu'au sud du Maroc dans le Souss. Lors de son retour, il subit plusieurs attaques de la part des tribus berbères commandées par leur chef Kosaïla qui, après avoir été fait prisonnier, s'était évadé. Il trouva la mort près de Biskra en Algérie, où il est enterré dans une mosquée qui porte son nom. Sa famille est restée à Kairouan et ses fils participèrent plus tard à la conquête de l'Espagne, où ils jouèrent un rôle d'abord politique, puis culturel et religieux sous le nom d'Al-Firi Banu Al-Jad. Sous les Omeyyades d'Espagne, l'Andalousie connut un règne glorieux et brillant pendant plusieurs siècles, auquel succéda celui des rois des taïfas, des chefs d'armée ou gouverneurs de province qui s'étaient proclamés indépendants et passaient leur temps à se faire la guerre. Les rois chrétiens des autres régions d'Espagne, encouragés et soutenus par leurs coreligionnaires européens, commencèrent à les attaquer et les occuper les uns après les autres. Ce fut la première croisade. L'intervention des Almoravides puis des Almohades, venus du Maroc, ne fit que retarder, de quelques siècles il est vrai, cette reconquête qui se termina en 1492 par la prise de Grenade, l'année où Christophe Colomb découvrit l'Amérique. En effet, en plus des rivalités arabo-berbères, les Andalous étaient minés par les rivalités tribales, importées avec eux d'Arabie et encouragées depuis Muawiyya par les souverains de Damas. Devant cette situation qui se dégradait de jour en jour,
de nombreux habitants prirent la décision de chercher refuge dans les pays arabes ou en Afrique du Nord. Certains Firis choisirent la Tunisie où résidaient beaucoup de leurs cousins. Quant à Abderrahman et son frère Ahmed ben Abi Bakr ben al-Jad al-Firi, ayant quitté Malaga en 1475-880 h, ils préférèrent se rendre au Maroc. Ils s'installèrent à Fès, au quartier des Krablines, Fès-Karawin, où ils exercèrent le métier de fabricants de bougies. Cela leur a valu le surnom d'Achamaha. Lors d'une épidémie de peste, ils furent atteints par la maladie et devaient décéder tous les deux en 1482-887 h. Ils furent enterrés dans le cimetière d'Oued Zitoun. Seul Abderrahman laissait 2 enfants, un très jeune garçon Youssef et une fille avec leur mère. Après la mort de celle-ci et le mariage de sa sœur, le jeune Youssef dut interrompre ses études. Il pratiqua un commerce qui le mena à Ksar Lakbir où les habitants l'appelaient Al-Fassi, au lieu de Al-Fari ben al-Jad. Il finit par s'installer dans cette ville après s'y être marié avec une veuve qui avait des enfants, qu'il éleva comme s'ils étaient les siens. Il mourut en 1515-920 h. Son fils Mohamed ben Youssef, né en 1507-912 h, fit de solides études, développa l'héritage que lui laissa son père, amassa une grande fortune et acquit une notoriété parmi ses concitoyens. Pieux et généreux, il se faisait un devoir de dépenser chaque jour pour les pauvres la même somme qu'il consacrait à nourrir sa famille. Il mourut vers 1567-974 h. Comme son père, il fut enterré dans leur zaouïa à Ksar Lakbir. Son fils Sidi Youssef, né en 1531-937 h, est avec le petit-fils de celui-ci Sidi Abdelkader, le plus beau titre de gloire et de fierté dont peut s'enorgueillir notre famille. Sidi Youssef, Aboul Massine fut l'élève et le disciple du fameux Sidi Abderrahman al-Majdoub. Il lui succéda à la tête de sa zaouïa qu'il transféra à Fès, où elle acquit une réputation à l'échelon national. Les Fassifiris. Des hommes que ni commerce, ni vente n'empêchaient de penser à Dieu ou d'accomplir scrupuleusement la prière et de faire la zakat. An-Nour 37. Sidi Youssef, surnommé Aboul Massine pour toutes les bonnes actions qu'on lui attribue, fit ses études à Fès, à la Karouine bien sûr, puis retourna à El-Ksar où il fut le disciple, puis le successeur du fameux Sidi Abderrahman al-Majdoub à la tête de sa zaouïa qu'il déménagea par la suite à Fès. Il fut si renommé et vénéré que les gens venaient le voir de tout le pays, y compris du Sahara, pour implorer sa bénédiction. Il participa à la bataille de Oued el-Makazine le 4 août 1578, 985 h, en soutenant, à la tête de ses nombreux partisans, le sultan saadien Abdelmalek contre le roi du Portugal Don Sébastien, qui avait envahi le Maroc pour aller à Fès se faire proclamer empereur comme son grand-père Charles Quint. Les descendants d'Aboul Massine. Si le Maroc devait un jour affronter une compétition sur le plan culturel, son principal atout serait l'œuvre de cette famille et la conduite de ses membres. L'auteur de ce jugement, le sultan Moulay Slimane, 1180-1238, sait de quoi il parle. Il est l'un des membres les plus savants de la dynastie alaouite qui s'enorgueillit à juste titre, en plus de son origine chérifienne, de figurer parmi l'élite du Maroc dans le domaine de la connaissance, science. Il est le fils de Sidi Mohamed ben Abdallah, Mohamed III qui a sa place légitime parmi les grands souverains alaouites, Moulay Ismaël son grand-père, Hassan Ier, Mohamed V et Hassan II. Il n'hésita pas à limoger son fils Youssef, son frère Moussa et son gendre Habib pour incompétence dans leur mission. Estimant ses enfants inaptes à lui succéder, il désigna comme héritier au trône son neveu Moulay Abderrahman ben Moulay Hicham ben Sidi Mohamed ben Abdallah, Mohamed III. Lorsque Napoléon lui offrit de rendre Ceuta et Melilla au Maroc, s'il acceptait de reconnaître son frère Joseph comme roi d'Espagne. Moulay Slimane repoussa, malheureusement, le marché, estimant injuste la déposition du souverain légitime du pays. En Andalousie, après leur rôle politique, les Firis désormais Banu al-Jad, dont notre famille est fière de descendre, ont surtout brillé dans les sciences religieuses et littéraires où ils ont exercé une influence bénéfique. Leurs descendants au Maroc se sont montrés dignes de leur réputation et ont exercé à leur tour une influence sur leurs contemporains. Parmi leurs descendants, les 2 plus illustres furent incontestablement
Aboulmassine Sidi Youssef Al-Firi Al-Fassi 1531-1605-937e-1013 h, disciple et successeur de Sidi Abderrahman Al-Majdoub. Il est l'ancêtre marocain de notre famille. Après la mort de son maître, il resta une dizaine d'années à Ksar Lakbir, à enseigner et à diriger la Zaouïa, puis sur les conseils de son entourage, il abandonna celle-ci aux enfants de son maître et alla s'installer à Fès, d'où sa réputation s'étendit sur tout le pays. Il fut reconnu par tous les walis des différentes Zaouïas comme le pôle maître, et successeur d'Al-Jazouli, Taba'a et Abderrahman Al-Majdoub. Assistaient à ses cours de très nombreux élèves, dont beaucoup de la famille et à leur tête ses enfants et petits-enfants, Ahmed, Ali El Arbi, Ben Youssef, et son frère unique, le cheikh Abderrahman Al-Arif doué d'une très vaste culture, constructeur de notre Zaouïa d'Al-Kalkliin qu'il légua après sa mort à son neveu et disciple Sidi Abdelkader Ben Ali. Le cheikh al-Islam Sidi Abdelkader Al-Fassi 1700-1091, le nom Al-Firi commence à être délaissé au profit d'Al-Fassi, fut son élève, son disciple et son successeur à la tête de la Zaouïa qui porte depuis son nom. Grâce aux leçons qu'il lui donna, il acquit à son tour des connaissances très vastes qu'il complétera auprès d'autres cheikhs réputés. Quand il se mit lui aussi à enseigner, il attirait même des alems célèbres à ses cours. Sur le plan soufi, les walis d'autres zaouïas de son temps reconnaissaient son leadership. Il consacrait son temps libre à recopier des livres religieux, comme le Sahih al-Bukhari, qu'il vendait pour vivre. Les gens s'arrachaient ces copies pour leur baraka. Les successeurs de ces deux personnages méritent tous d'être mentionnés, mais la liste serait trop longue. Contentons-nous de dire qu'ils firent tous leurs études auprès des maîtres les plus compétents, dont leurs cousins ou oncles, et qu'une fois ces études terminées, ils se firent un devoir de faire bénéficier les gens de leurs connaissances acquises en enseignant à leur tour. Quant à leur conduite, ils s'arrangèrent pour la calquer sur celle de leurs ancêtres. Mon père est Abdelhafid, Ben Tahar, Ben Abdelkabir, Ben Al-Majdoub, Ben Abdelhafid, Ben Abou Médian, Ben Ahmed, Ben Mohamed, Ben Cheikh Al-Islam Sidi Abdelkader, Ben Ali, Ben Cheikh Aboulmassine Sidi Youssef Al-Firi Al-Fassi ibn Al-Jad. Il est né vers 1883, 1300 h, à Fès où il fit ses études à la Karaouine. Ses principaux professeurs cheikh, après son père, le cheikh Chouaïb Doukali, son oncle maternel Sidi Abdelkabir Al-Kétani et le fils de ce dernier, Sidi Mohamed, cheikh de la nouvelle Zaouïa Kétania, qui fut plus tard victime des sévices du sultan Moulay Hafid. Il devint à son tour un grand alem parmi les membres de notre famille, considéré comme les leaders incontestés de la vie intellectuelle de Fès, donc du Maroc, constituant une véritable dynastie dans ce domaine. Sa mère est Lala Kafia bent Sidi Mohamed ben Sidi Abdelwahed Al-Kétani, sœur de son professeur Sidi Abdelkabir Al-Kétani. Les Kétani, descendants des Idrissides, tirent leur nom d'un de leurs ancêtres qui exerçait le commerce des tissus kétanes. Ils sont une des familles les plus honorables et les plus respectées au Maroc, et qui comprend de nombreux alems. Parmi ses condisciples à la Karaouine, il y avait le futur chef de la révolte du Rif, Mohamed ben Abdelkarim al-Khattabi et le Slaoui Idriss ben Saïd, que nous retrouverons plus tard. Le Maroc vivait sous le régime de la monarchie, dont le sultan était considéré avant tout en tant que shérif du fait qu'il descendait du prophète. Les vizirs dont il s'entourait s'occupaient surtout des questions religieuses ou d'impôts. Instruction, abou, justice, finance, impôts, zakat, la guerre. Il ne disposait pas de ministre des Travaux publics, d'instruction véritable, du travail, de la santé, tous ces domaines étant ignorés donc délaissés. Les gens vivaient comme ils ont toujours vécu depuis des siècles. La situation ne pouvait pas durer, elle devait changer. Le traité du protectorat, 30 mars 1912, imposait à Moulay Hafid d'aller précipiter les changements. Les Français, venus soi-disant pour cela, étaient surtout préoccupés par ce qui pouvait donner du travail à leurs ouvriers en France, matières premières du sous-sol, marché marocain pour écouler leurs produits, main-d'œuvre bon marché, chair à canon pour aller conquérir d'autres pays, en un mot tout ce qui pouvait augmenter leur prestige ou leur bien-être. Pour vivre au Maroc, il leur fallait l'équiper, électricité, routes, téléphone, chemin de fer, usines, etc., toutes ces choses dont les Marocains pourront fatalement bénéficier. Après la fin de la pacification, les Français avaient besoin de collaborateurs pour les servir ou les aider à maintenir la discipline,
politique des grands caïds servis par la corruption et les élections truquées, tentative de diviser les Marocains en Arabes et Berbères, Daïr berbère de 1930. Mais l'islam et une vie commune de plus de 13 siècles et l'amour partagé du pays avaient fait des habitants de ce pays un vrai peuple. La politique française était en contradiction totale avec les dispositions du traité du protectorat. Elle ne visait pas à éduquer et à préparer sur le plan professionnel et civique l'élite à prendre un jour le pouvoir. Celle-ci s'est formée toute seule, malgré l'occupant. Lorsque l'indépendance sera arrachée, il ne se trouvera pas beaucoup de gens compétents pour exercer le pouvoir. Ceux-ci agiront comme ils avaient vu l'occupant agir, et si leur conduite ne n'était pas excusable, elle fut du moins compréhensible. Le sultan Moulay Hassan Ier a vécu la plus grande partie de son règne à la tête de ses arcas pour faire rentrer dans l'ordre les tribus et les obliger à payer leurs impôts. On a dit de lui que son trône était sur le dos de son cheval. Justement, en 1904, il était dans le Tadla dans ce but, mais gravement malade. Avant de mourir, il a fait jurer à son chambellan Hadjib Bahmad Ben Moussa, d'après les déclarations de celui-ci, de porter sur le trône son plus jeune fils Moulay Abdelaziz, âgé de 14 ans, fils de sa femme favorite, la circassienne Lala Rekia. À la mort du souverain, Bahmad cacha cette mort à son entourage, fit réunir à Rabat vizirs et autorités et les obligea à proclamer sultan Moulay Abdelaziz. Les oulémas de Fès étaient placés devant le fait accompli. Puis il se fit désigner grand vizir par le nouveau sultan, et gouverna en son nom d'une manière absolue pendant 6 ans. Lorsqu'il mourut à son tour, Moulay Abdelaziz, devenu majeur, exerça le pouvoir, sans renoncer à ses jouets ou gadgets auxquels son entourage l'avait habitué. Il les faisait venir d'Europe, à coups de millions empruntés aux banques européennes bien sûr. Pour faire face à ces dépenses, ses conseillers, anglais et français, le décidèrent à réformer le système des impôts et à remplacer la zakat par le tertib, auquel tout le monde fut désormais assujetti. Cela ne plaisait ni aux favoris de l'ancien système, ni aux oulémas, gardiens de l'application stricte de la charia. Le mécontentement atteignit le reste du pays. Le frère et califat du sultan à Marrakech, Moulay Hafid, encouragé par son beau-père Madani Glaoui, se révolta et se proclama sultan. La plupart des tribus le reconnurent, ce qui obligea les oulémas du pays à lui envoyer leur beya, assortie de conditions. Moulay Hafid accepta la beya, mais ignora les conditions. Il fit son entrée dans la capitale, où il allait trouver une casina vide, alors que les pays étrangers, pour le reconnaître, réclamaient le remboursement des emprunts consentis à son frère. D'autre part, ses méthodes brutales et son refus de la choura engendraient la critique puis l'opposition du shérif Sidi Mohamed Kétani et ceux qui le suivaient. Il décida de s'en débarrasser. Ce dernier, prévenu, quitta Fès en pleine nuit avec toute sa famille et se dirigea vers la tribu des Bnimtir, adeptes de la Zaouïa, qui lui offrait leur protection. Moulay Hafid lui dépêcha un émissaire, lui offrant l'amant s'il revenait. Malgré la méfiance de son entourage, il décida de rebrousser chemin, confiant dans la parole du sultan. Mais à l'entrée de la capitale, il fut arrêté et les chaînes aux pieds, conduit au palais où on l'enferma dans une prison avec toute sa famille. Celle-ci fut libérée, sauf lui, à qui on reprochait de chercher à remettre en sa personne les Idrissides sur le trône. Il était conduit chaque jour devant Moulay Hafid et soumis à un interrogatoire accompagné de coups de bâton. Au bout de quelques jours, ce traitement causa son décès. Après la mort de mon grand-père Sidi Taher, mon père devint le chef de notre famille. Il avait recueilli cette malheureuse famille Kétania chez lui près de Sidi Abdelkader, car leur maison avait été pillée. Avec l'aide de son frère le docteur Sidi Mohamed, il soignait son oncle, mais lui avait caché la mort de son fils car il craignait pour sa santé. Le pauvre malade s'étonnait de recevoir la visite de personnes qui venaient pour lui présenter leurs condoléances. Finalement, il dut lui avouer la vérité. Après des ablutions, nous raconta plus tard mon père, mon oncle fit une courte prière et depuis n'évoqua jamais plus ce drame. Quant au jeune frère du défunt, Abdellah, âgé alors de 17 ans, il jura de venger ce crime, ce qui explique sans l'excuser son rôle auprès du Glaoui, dans la déposition de Mohamed V en 1953. Pour faire face à ces dépenses, le nouveau sultan dut recourir à de nouveaux impôts,
en l'occurrence le tertib qui avait causé la perte de Moulay Abdelaziz, retiré à Tanger. Mais les tribus qui n'étaient toujours pas d'accord entrèrent en dissidence et menacèrent Fès, surtout les Beni Mtir, qui ne lui pardonnaient pas la mort de Sidi Mohamed Kétani. Il décida alors de faire appel aux troupes françaises pour le protéger. Cette aide, acceptée avec joie, aboutit à la signature du traité du protectorat et à l'abdication de Moulay Hafid. Le général Lyoté, désigné résident général, choisit Moulay Youssef, un troisième frère, comme sultan, et décida de transférer la capitale du Maroc à Rabat, jugeant peu sûr Fès et sa région. Il demanda à Paris de rendre au Maroc les territoires que la France avait contribué à lui prendre quand il commandait les troupes françaises de l'Oranie, Colomb-Béchar, le Touet, etc., mais il se heurta au refus du gouverneur de l'Algérie. À la fin de ses études, mon père devint imam à la mosquée de Sidi Ahmed Chaoui et celle de Sidi Abdelkader El-Fassi. Il commença à exercer le métier d'adel et à enseigner à la Karawine. Peu avant le traité du protectorat, il fut nommé par Moulay Hafid au ministère de la Justice, ce qui fit qu'il dut rejoindre Rabat lui aussi. Sa femme et ses enfants restèrent à Fès. En effet, sa mère, Lala Kafia, femme d'autorité, ne voulait pas qu'il emmène sa belle-fille hors de Fès. Il retrouva avec plaisir son ami Driss Slaoui Ben Saïd, une vieille famille arabe, passée elle aussi par l'Andalousie. Depuis son arrivée au Maroc, une génération avant les Al-Firi, ses membres ont souvent occupé des postes d'autorité à travers tout le pays. Sa vie solitaire à Rabat commençait à peser à mon père. Il pensa alors à prendre une deuxième femme. Mais comme il n'avait pas de relation privée avec les Herbatis, il se confia aux Ben Saïd qui lui déclarèrent : « Nous avons recueilli une jeune fille qui, encore enfant, a été enlevée dans le Tadla et vendue à Rabat. Nous l'avons élevée et toujours traitée comme notre fille, car nous n'en avions pas. Nous serons heureux de te l'offrir en mariage si tu le désires. » Mon père, content de nouer des liens plus étroits avec cette noble famille, accepta aussitôt et le mariage fut célébré. C'était le début de la Grande Guerre, et ma mère devait avoir 15 ans environ. Elle s'appelait Zara, et était incapable de donner des renseignements sur sa famille. Elle se souvenait seulement que son père avait une cicatrice au front, qu'un cousin de son père s'appelait Radi et qu'il était caïd. Quelques 20 ans plus tard, à notre demande, nous ses enfants, mon père devait entreprendre des recherches auprès des gens de Tadla, venus présenter leurs vœux de l'Aïd à Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef. Il put ainsi identifier mon grand-père maternel qui s'appelait Larbi Ben Mohamed, et qui vint nous voir à Rabat, 1 an avant de mourir. Ma mère fut très heureuse de ce mariage, car elle avait une vraie famille. Certes, les Ben Saïd la choyaient et la traitaient comme leur propre fille, mais ce n'était pas sa famille naturelle. Quant à nous les avons toujours aimés et respectés et nous appelions les hommes mon oncle. Le nouveau ménage s'installa bien sûr à Salé, près des Ben Saïd. Les naissances se succédèrent et il y en eut 4 avant moi en 10 ans. Mes sœurs Zeynab, Amina, Atiga, puis enfin Mamoun. Vers 1925, mes parents habitaient dans le quartier Boukroun à Rabat quand vint mon tour de naître. Ma mère était toute seule, occupée à préparer la harira du Ramadan quand les douleurs la prirent. Une voisine française, sœur religieuse, l'aida à accoucher. Le lendemain, mon père qui lisait son journal à Saada, fut attiré par un article. Le monde arabe commémore aujourd'hui le 20e anniversaire de la mort du leader de la réforme, le cheikh Mohamed Abdou. Il sauta de joie, car il venait de trouver le prénom qu'il cherchait pour moi, et c'est ainsi que je suis le premier Marocain à porter ce nom égyptien, Abdou. Quand mon père allait à Fès voir sa famille, il laissait ma mère chez sa famille, les Ben Saïd. Ce n'est qu'après la naissance de ma sœur Zeynab en 1916 qu'il se décida à l'emmener avec lui, et quand il revint à Rabat, il était accompagné par toute sa famille, y compris sa première femme et ses enfants. Le 17 octobre 1924, il fut nommé pour la première fois cadi de la tribu des Ouled Saïd, près de Ceuta, où il ne resta pas très longtemps car en juillet 1925, il fut muté à Dar el Amri, à Sidi Slimane. À ce moment, ma belle-mère, Oumi Sadia avait 4 enfants et tenait notre maison de Rabat près de chez son fils aîné, mon grand frère Abdelkabir, tandis que ma mère tenait l'autre maison, là où travaillait mon père. Elles avaient à leur disposition des femmes esclaves pour les aider.
Le 15 décembre 1928, mon père fut muté à Hadcourt, dans le Rarb, près de Souk El Arba et de Belksiri. Mon père Abdelhafid Ben Tahar, 1883-1964. Ma mère, date de naissance indéterminée -1958. Avec mes neveux et ma nièce, les enfants de mon frère aîné Al-Mamoun. Mon enfance, pourquoi devant mes yeux revenez-vous sans cesse, au jour de mon enfance et de mon allégresse? Victor Hugo, Les rayons et les ombres. Jusqu'à présent, je me suis simplement attaché à parler des choses qu'on m'a racontées ou que j'ai lues. Maintenant, je vais essayer de parler de ce que j'ai vécu, de ce que je sais par moi-même. Hadcourt est le nom d'un souk qui a lieu le dimanche, comme son nom l'indique. Il est situé après Souk l'Arba'a du Rarb, sur la route d'Ouazane. Notre maison se trouvait au Douar El Abara, reliée à la route par une piste qui, à la saison des pluies, obligeait notre chauffeur à se livrer à des slaloms pour ne pas s'embourber. Elle était de plein pied et comprenait 3 parties. L'appartement de notre père et d'Ardiaf, l'appartement plus grand du reste de la famille et les dépendances, cuisine, toilette, hammam. À l'extérieur, logement du personnel masculin et une grande noala, bâtisse en roseaux, où mon père rendait la justice le jour du souk, makama, et éventuellement de chambres à coucher pour les hôtes de passage. J'ai vécu dans cette maison des jours qui furent parmi les plus heureux de ma jeunesse. Mon père se lia d'amitié avec notre voisin, un grand fellah, le cheikh Ahmed, car c'était un ancien cheikh. Quand il arrivait à ma mère d'aller à Rabat ou à Fès, l'aîné des épouses de ce cheikh venait nous tenir compagnie et nous racontait des histoires ou légendes du folklore marocain. Les plus jeunes de ses enfants furent nos premiers amis. Nous jouions ensemble à la fantasia, à pied bien sûr. Avec des roseaux en guise de fusil, nous attrapions des oiseaux que nous faisions griller, nous cueillions des figues de Barbarie, India, etc. Nos 2 portiers se rendaient à tour de rôle à un tafraout, une source située à 2 km, chercher de l'eau. Je les accompagnais parfois, à dos d'âne. Ils en profitaient pour laver leurs vêtements, les étalaient sur l'herbe et en attendant qu'ils soient secs, faisaient la causette avec les personnes venues aussi chercher de l'eau. Moi, j'allais auprès de gamins de mon âge qui, après m'avoir observé, m'acceptaient dans leur jeu. J'étais devenu un petit campagnard, ce dont je suis fier. Sans pouvoir le situer chronologiquement, je dois évoquer un long séjour à Rabat chez ma belle-mère. Je fréquentais le msjid de notre quartier El Alou. Le vendredi, le FK nous conduisait au cimetière de Bab la Alou, où les personnes venant visiter leurs morts nous payaient pour réciter le Coran sur leur tombe. Celui d'entre nous qui s'absentait ce jour-là était sûr de recevoir une sévère correction. Des coups de bâton sur la plante des pieds, la falaka, car la recette du FK dépendait du nombre d'élèves présents. Quant à nous, on nous offrait un succulent couscous. À côté du cimetière, il y avait une prison sur la terrasse de laquelle un garde faisait le va-et-vient, un fusil en bandoulière. En contrebas, au bord de l'océan dont les vagues venaient s'écraser furieusement contre les rochers, il y avait un grand terrain vague sur lequel des joueurs disputaient parfois un match de football. Aujourd'hui encore, quand je récite le chapitre du Coran Yassine, chapitre couramment lu dans ces situations, ces images me reviennent. Le gardien sur la terrasse de la prison faisant le va-et-vient, les vagues de l'océan qui s'écrasaient contre les rochers, le ballon qui montait et descendait au ralenti me semblait-il. De nouveau, nous habitâmes Salé dans une grande maison sous la cuisine de laquelle il y avait une grande citerne pour recueillir l'eau de pluie qui tombait sur la terrasse. Azizi Abdelkabir habitait le Menzeh. Il avait une petite guenon qui lui échappait parfois, et venait semer la terreur parmi nous. Il travaillait au ministère de la Justice, et avait une automobile de marque française. Il nous emmenait parfois à Rabat visiter les Oudayas, Chala, ou la Tour Hassan. Son ami Sidi Ahmed Benani, secrétaire du grand vizir, avait aussi une voiture. Mes 3 sœurs aînées se marièrent le même jour. Zineb avec notre cousin Sidi Larbi El Fassi de Casablanca, Zour avec Sidi Mohamed Ben Saïn de Rabat et Amina avec Sidi Ahmed Benani, l'ami de Azizi. Un grand nombre des cousins de Fès, dont je ne connaissais pas la plupart, vinrent assister au mariage. Les Ben Saïd aussi bien sûr. Après cet événement, la maison sembla vide. Mon père alla accomplir son pèlerinage à la Mecque et pendant son absence, nous sommes allés à Fès chez mon oncle, qui mourut peu après.
Sa femme rejoignit son frère à Casablanca et ses 3 fils vinrent habiter avec nous. De nouveau, mes souvenirs me ramènent à Hadcourt où je me trouvais vers 1931. Je fréquentais le Jama'a, école coranique, où l'on apprenait le Coran à longueur de journée sans comprendre le sens des mots, car le Hafki l'ignorait lui-même et ne pouvait donc pas nous l'expliquer. J'avais une bonne mémoire, et j'appris par cœur le livre saint en 3 ans. Comme le veut la coutume, mon père offrit une génisse à l'école. Elle fut tuée et vendue aux habitants du douar, sauf un grand morceau qui servit à préparer un bon tagine pour tous les élèves. J'appris aussi le Sidi Ben Achir et la Joromia, livres de religion et de grammaire. On m'appelait désormais Si Abdou, et je devais avoir en permanence la tête couverte par le capuchon de ma djellaba. Et pour saluer une personne âgée, je lui embrasserais seulement l'épaule droite au lieu de la main droite, excepté mon père, et le sultan éventuellement. Notre voiture, une grande Chevrolet américaine, ne suffisait pas pour nous transporter quand nous devions nous rendre tous à Rabat ou à Fès lors d'une réunion de la famille. Les caïds de la région mettaient à notre disposition leurs voitures et leurs chauffeurs. Car ils témoignaient énormément de considération mêlée d'affection à mon père, qu'ils appelaient Silafki et lui embrassaient l'épaule droite. Ils le lui prouvèrent lors d'un vol dont il fut victime. Un matin au réveil, nous trouvâmes la porte de la maison défoncée et son appartement dévalisé. Comme il se préparait à aller à la Mecque cette année, il avait une certaine somme d'argent dans une caissette qui a disparu bien sûr. Heureusement que la présence des voleurs ne l'a pas réveillé. Il était un peu dur d'oreille, ce dont j'ai hérité plus tard. Pourtant, en plus de nos propres portiers, 2 hommes fournis par les caïds venaient chaque nuit assurer la garde eux aussi. Les gendarmes français sont venus, ont interrogé beaucoup de monde et ont arrêté les 2 gardiens et d'autres personnes à notre service. Ils estimaient que le vol n'a pu être commis que par des gens connaissant parfaitement les lieux ou ayant des complices sur place qui les connaissent. Les familles de ces personnes arrêtées sont venues voir mon père, avec le mokadem de la Zaouïa du coin et l'ont supplié d'intervenir en leur faveur. Il est allé voir le contrôleur civil, et lui a déclaré qu'il renonça à porter plainte et qu'il le priait de libérer les intéressés. Les caïds s'estimèrent moralement responsables de ce vol, puisque leur tribu était chargée de la protection de notre demeure. Ils persuadèrent mon père de procéder à notre circoncision, mon frère Rida et moi, ainsi que des cousins qui se trouvaient chez nous à ce moment. Ils organisèrent une fête qui dura 3 jours avec fantasia et chicat. Le 3e jour, on nous conduisit dans une grande tente pour la cérémonie du HE accent aigu NE accent aigu, au cours de laquelle il était de tradition d'offrir de l'argent aux enfants circoncis. Les caïds et les autres notables se montrèrent tellement généreux, que mon père récupéra largement ce qui lui a été volé. Le collège Moulay Youssef. En septembre 1934, jugeant venu pour moi le moment d'entamer mes études modernes, mes parents m'accompagnèrent à Rabat. Je rejoignais mes frères aînés qui habitaient une nouvelle maison, louée au cheikh Chouaib Doukali. Elle était située au 18 rue de la Somme, près du mess des officiers et de l'état-major français. C'était le quartier de la résidence, où ne logeaient d'habitude que les Européens. Nous n'avions aucun contact avec nos voisins, car leurs employés de maison, les Ahmed et les Fatma et les épiciers étaient les seuls indigènes qu'ils voyaient rôder dans le quartier. Au début, ils nous observèrent avec curiosité et appréhension, puis finirent par s'habituer à notre présence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.